commence. Salut Pierre, salut. Et ça va? Ça va et toi? Très bien, très bien. Il fait beau, donc C'est parfait. Écoute, on peut sortir. Donc ça fait du bien, un peu de bonheur, on peut sortir, du soleil, tout ça. exactement, C'est parfait. exactement. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui avec toi. Donc je vais te présenter rapidement et après on va parler voilà coronavirus, impact sur le foot, fair play Yes. financier et Ouais. la vente d'un club, le processus comme je t'ai dit. On prendra aussi les questions des internautes, enfin Ça des dure gens qui qu'une heure, suivent. hein, les vidéos Instagram. On a pas 4 heures. Non, non, pas du tout. On va faire ça rapidement, t'inquiète pas. Donc voilà, donc tu es un spécialiste de l'économie du sport et du football, tu es professeur à la Sport Management School, tu es aussi co-directeur de l'Observatoire Sport et Société, il me semble, Du de la sport, ça Fondation a Jean changé. Jaurès. Comment? On a changé le nom, maintenant c'est du sport seulement. Il Ah, n'y a plus toi juste du société. sport, alors, à la Fondation Jean Sport. Jaurès. Et Sport. tu es aussi chroniqueur, il me semble, à RMC Sport sur l'économie du sport, et tu as écrit 5 livres, dont Les tabous du foot, ou encore Le foot va-t-il exploser? Et aujourd'hui, tu es avec nous donc pour parler coronavirus. Sur l'Olympique de Marseille, est-ce que en fait le championnat s'est arrêté, grosse perte pour le club, le stade Vélodrome coûte plus cher qu'il rapporte d'argent. Quel impact en fait cette crise a sur l'OM? Parce qu'en fait les médias sont très critiques à l'envers de l'économie de l'Olympique de Marseille. Héros lui il veut plutôt rassurant. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt un entre-deux? Non, mais c'est normal après que Jacques Henri Hérault soit rassurant sur les finances de son club, comme c'est le président. Donc il a un bilan à défendre. Donc c'est normal que dans ses discours, il mette en avant le fait qu'il n'y ait pas de dette. Et c'est clair que quand on prend juste la comptabilité du club, malgré les pertes financières annoncées chaque année dans le rapport de la DNCG, à chaque fois, ces pertes sont renflouées par l'actionnaire majoritaire, en l'occurrence Franck McCourt. Et l'OM n'a jamais été inquiété depuis maintenant 3 ans, n'a jamais été inquiété, sanctionné, D'accord. investigué, audité par la DNCG. Donc Oui. à ce niveau-là, là, il y a des pertes, on pourrait y revenir. Il y a des pertes comment dirais-je, sur le fonctionnement même du club, mais il n'y a pas au final d'inquiétude comptable sur l'Olympique de Marseille. Maintenant, le cas du coronavirus, on peut le chiffrer globalement, ça a été fait par l'UNFP, le syndicat des joueurs qui a chiffré les pertes des clubs suite au coronavirus. Et si je prends l'Olympique de Marseille, en détail, tu vois, j'ai fait le travail, hein, j'ai noté, j'ai pris des trucs. Super. En détail, ça peut être critiqué, tu vas voir, mais on peut avoir une perte sèche en billetterie de 5 millions d'euros. Quand je dis que ça peut être critiqué, c'est dire que l'estimation n'a pas pris en considération les matchs futurs. Elle a D'accord. simplement considéré l'estimation, l'étude, qui restait 5 matchs à jouer, sans prendre en considération que les 5 matchs étaient soit des OM Dijon ou en l'occurrence, parce il devait avoir lieu, un OM PSG. Et un Ouais. OM PSG, forcément, attire plus de monde, génère plus de recettes, plus d'argent, plus de rentrées financières, Voilà, donc les plus de places sont plus lucrativité. chères. Exactement. Donc là, 5 millions d'euros, c'est sur un cas moyen. 5 rencontres à jouer, 5 millions d'euros de perte sèche. Les revenus commerciaux, c'est pareil, c'est estimé une perte de 11 millions d'euros. Et les droits TV, ça peut monter à 15 millions d'euros. Donc Voilà. on aurait en gros, entre 30 et 35 millions d'euros de pertes pour l'Olympique de Marseille. Ouais. Sans compter, et là je te mets juste en avant les pertes directes. Les Ok. coûts directs. Les coûts directs, c'est billetterie, droits TV, revenus commerciaux. Après, tu peux intégrer à cela les coûts indirects ou induits, le remboursement des prestataires pour les matchs qui ne vont pas avoir lieu, le Ouais. remboursement des abonnés si on doit rembourser les abonnés. Donc je ne sais pas si pour l'instant l'OM a communiqué sur un remboursement ou non Ouais. des abonnés sur la Ouais, saison. ils ont proposé soit de rembourser en bon d'achat dans les 18 mois, soit de faire un remboursé, mais aussi dans 18 mois, donc soit en bon d'achat, soit en argent, Remboursement sec, ou ouais. alors de demander aux supporters d'aider le club Ah, le don. en offrant la fin de Oui, l'abonnement. parce que quand tu vois que ça peut monter très haut, là, ils sont déjà à 35 millions d'euros uniquement sur les coûts directs. Et donc, si tu rajoutes coûts indirects, remboursement des abonnés, mais même aussi, on pourrait y revenir sur la valorisation des actifs en l'occurrence des joueurs. Je vais prendre un exemple très simple pour que les gens comprennent. Quand on entend quelqu'un que sûrement vous devez adorer à Marseille, Jean-Michel Aulas, Ah oui, qui j'adore. parle d'une perte totale de 900 millions d'euros pour l'annulation de la Ligue 1 française. D'accord. Les 900 millions d'euros, on peut, je dis bien on peut y croire, si on considère que, en plus des coûts directs que je viens de chiffrer et qui sont les chiffres de l'UNFP, tu intègres les coûts indirects liés au mercato qui ne devraient pas avoir lieu, en tout cas qui aura lieu au rabais.
Oui, Et c'est ça. si le football français vend 700 ou 900 millions d'euros de joueurs et tu réduis les coûts, en tout cas tu réduis la valeur des joueurs du fait du coronavirus, tu réduis la potentielle marge financière que tu aurais dû avoir en vendant tes joueurs. Hmm. Par exemple, si un joueur aurait dû être vendu 50 millions d'euros, mais comme il y a le coronavirus, il est valorisé à 30, tu perds 20 millions d'euros. Et donc là, c'est pour ça que là, se dit 900 millions d'euros, parce qu'il estime que la France, étant le seul championnat qui ne va pas reprendre, va forcément perdre de la valeur. Et donc, je rebondis directement en transition avec Marseille. C'est une étude du CIES qui était sortie il y a maintenant un mois, le Centre international d'économie du sport, qui a estimé que Marseille était le club de tous les championnats, de tous les clubs des championnats du Big Five, qui avait la plus grande perte financière au niveau de la valorisation de ses joueurs. Ouais, c'est La ça. moyenne européenne du Big Five de la baisse de la valorisation des joueurs, c'est 28% du fait du coronavirus. Et Marseille, d'après le CIES, c'est moins 38% de la valorisation totale. Donc, D'accord. si le club espérait vendre des joueurs au mercato, espérait tirer la plus-value de la vente, profiter d'un trading particulier, eh ben, il faut considérer que potentiellement, du fait d'une crise économique, il aura moins d'argent pour ce mercato. Déjà parce que, un, les clubs ont moins d'argent pour dépenser, et deux, ses propres joueurs valent moins du fait de la crise D'accord. économique. Mais est-ce que ça peut aussi pas être un point, entre guillemets, positif pour l'achat de joueurs? C'est-à-dire Bien que les sûr, joueurs sont alors moins tu peux chers. aussi le voir bien sûr, tu peux le voir dans un sens inverse en disant que si tu es un club acheteur, tu vois en gros ce qui n'est pas le cas de la Ligue 1 en général, pas de Marseille Ouais. en particulier, mais de la Ligue 1 en général. La Ligue 1, c'est un championnat vendeur, on vend des joueurs. Mais après, tu peux très bien voir le verre à moitié plein et considérer que parce que c'est la crise économique, les joueurs européens ou mondiaux vont perdre en valeur. Donc toi, tu pourras profiter de l'aubaine finalement et acheter des joueurs moins chers. Donc y gagner quelque peu. Et là, on peut tout à fait imaginer Marseille qui va souhaiter se renforcer pour la Ligue des Champions, si elle a lieu, Ouais. déjà, pour la Ligue des Champions, en achetant des joueurs peut-être qui auraient dû être vendus 20, 30, 40 millions d'euros, mais qui pourra récupérer à 5, 10 ou 15 millions d'euros. Donc on peut aussi le voir comme ça. Maintenant, je reprends sur vraiment le cas spécifique de Marseille et au global de la Ligue 1 française. La Ligue 1 ou Marseille, c'est essentiellement du trading. C'est vendre des joueurs pour espérer dégager un bénéfice. Là, quand tu prends la comptabilité de Marseille sans le trading, sans l'espérance de plus-value sur les joueurs, leur dette sportive, leur dette sur la différence entre ce qu'ils gagnent sportivement et ce qu'ils dépensent sportivement, bah, elle était, on le rappelle Ouais. souvent dans la presse, de moins 91 millions d'euros. Ouais. Donc, à savoir s'ils vont pouvoir générer de l'argent via autre chose que le trading. La billetterie, ça va être compliqué du fait du coronavirus. Les droits TV, ça va être compliqué du fait de l'arrêt de saison. Hmm. On peut parler d'une qualification Ligue des Champions, mais ils toucheront le chèque l'année prochaine. Donc, D'accord. on va y revenir, mais tu vois, sur le fair play financier, avec Ouais. présenté au 30 juin 2020, avant le coronavirus, avant le début de la pandémie, une comptabilité non pas l'équilibre, mais avec une dette maximum de 30 millions d'euros. Donc il fallait qu'ils trouvent 60 millions d'euros sur l'année en cours, comme ils étaient à moins 91 Ouais. la saison dernière. Et les aléas Bon. du direct. C'est bon, voilà, parfait. On est de retour du coup. Donc, je te disais, donc l'État a fait un prêt à la Ligue pour rembourser les droits télé. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que ça peut. Est-ce que c'est pas repousser le problème à plus tard? Parce que dans tous les cas, il faudra rembourser ce prêt du coup. Oui, oui. Bah après, non, ce qu'on peut considérer, donc le prêt de 224 millions d'euros de la Ligue, ce qui est sûr, c'est que ça va sauver les trésoreries des clubs à l'instant T, à l'heure actuelle. Ouais. Aujourd'hui, les clubs devaient payer des salaires, Marseille, Lyon, Paris, tout le monde devait payer des salaires avec de l'argent qu'ils n'avaient pas. Comme il n'y avait pas d'activité sportive, il n'y avait pas de match, bah forcément, il n'y avait aucune recette, ni droit TV, puisque le contrat a été annulé avec Canal, ni de billetterie. Donc il n'y avait pas d'argent, mais il fallait payer des salaires. Donc le risque était une faillite d'un club, une faillite des clubs, puisque Oui. paiement des salaires, aucune rentrée financière. Donc le crédit vient juste en fait finalement assurer contre un risque de faillite. Vient apporter comment dirais-je, une réserve de trésorerie, vient apporter une manne de trésorerie pour la fin de la saison. Mais effectivement, comme tu l'as dit, le crédit, il faudra forcément le rembourser. Voilà.
Et pour le rembourser, ça veut dire donc que les clubs vont devoir, dès l'année prochaine, non, dans 2 ans, parce que le prêt d'État, c'est un prêt qui va être remboursé après un an après l'octroi du crédit. Donc, il D'accord. faut commencer à le rembourser à partir de la saison 2021-2022. Et Donc, est-ce que à ce sera les partir de la clubs, saison ce sera les clubs qui devront le rembourser avec l'aide de la Ligue ou ce sera simplement la Ligue? En gros, c'est un crédit qui a été donné, enfin, qui a été souscrit par la Ligue, la LFP. Donc, la LFP devra rembourser à l'État, mais la Ligue va ensuite le donner, le redistribuer au club. Donc, les clubs vont devoir rembourser à la Ligue et la Ligue va devoir ensuite rembourser à l'État. Donc, la Ligue devient juste un intermédiaire finalement. Mais quoi qu'il arrive, les clubs devront, quoi qu'il arrive, s'ils récupèrent, mettons, si tu prends Marseille par exemple, si Marseille récupère 15 millions d'euros ou 20 millions d'euros pour cette fin de saison, ils vont devoir rembourser à la Ligue sur 5 ans à partir de l'année prochaine 20 millions d'euros. Oui, Donc ils vont devoir dégager, mettons même sur 4 ans, ils vont devoir dégager 5 millions d'euros sur 4 ans. Ou alors 4 millions d'euros sur 5 ans. Et donc, il faut que, à partir de l'année prochaine, avant même de commencer à réfléchir sur combien j'ai gagné, combien j'ai perdu, combien je dois, il faut qu'ils aient 4 millions d'euros pour la DNCG, pour le crédit. Donc, il va falloir absolument revoir sa comptabilité et dorénavant générer de l'argent avant de pouvoir en dépenser du fait d'un crédit sur le dos pendant 4 ans ou 5 ans. Ouais, d'accord. Donc Ok. voilà, c'est comme tu l'as dit, c'est pas la solution miracle. Comment dirais-je, c'est un moyen de sauvegarder la comptabilité des clubs pour cette saison, mais il va falloir forcément se repenser sa comptabilité et changer de modèle pour dès demain, dès l'année prochaine, générer des rentrées financières plus importantes. Ok, bah, très bien. Moi, je te propose qu'on passe maintenant au fair play financier. Voilà, on a parlé donc, des impacts du coronavirus. Et pour le fair play financier, donc, depuis le début du confinement, là, on a eu plusieurs sons de cloche liés au fair play financier. Donc, certains disaient qu'il serait plus souple, certains disaient qu'il sera reporté à l'année prochaine. On ne sait pas trop ce qui se passe. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça va se passer? Alors, comment dirais-je? Pour le cas de Marseille, si c'est Marseille en particulier, donc, ce Ouais. qu'il faut bien comprendre, c'est que l'annonce, donc c'est pas un report ou une annulation du fair play financier. D'ailleurs, c'est une source RMC qui est sortie aujourd'hui, d'un changement de règle le temps de l'épidémie du coronavirus. Ouais, Autrement dit, d'accord. c'est-à-dire que dès l'année prochaine, avant, le fair play financier étudiait tes comptes sur une saison entière, sur 12 mois. Donc en gros, là par exemple si je prends Marseille qui va devoir être qualifié qui sera qualifié en Europe pour la saison 2020-2021, on va éplucher ses comptes pour la saison 2019-2020. Donc c'est sur une saison entière avant ta qualification à l'Europe. Ok. La saison qui précède ta qualification européenne. Le changement de la règle, c'est dorénavant, qui sera établi à partir de l'année prochaine du fait du coronavirus, sur 24 mois et non plus sur 12 mois. Donc, on va retarder d'1 an les enquêtes du coronavirus. Plutôt que tu aies des enquêtes l'année prochaine, tu auras des enquêtes pour la saison 2021-2022. 2022, ouais. Pour qu'on épluche tes comptes 2019-2020, 2020-2021. Voilà. Et donc, Donc ça sera maintenant, on va additionné. étaler l'enquête sur 2 saisons plutôt qu'une Ouais. seule. Ça veut dire que si tu as moins 10 millions sur une année et moins 10 millions sur l'autre, ça te fait moins 20 millions pour 2021-2022. Ouais, mais l'endettement autorisé, sauvegardé ou assuré par l'investisseur pour la première investigation, la première enquête, initialement était de 30 millions d'euros. Dorénavant, comme c'est sur 2 saisons, c'est 60 millions d'euros. D'accord. Ok. Ok. Donc, Donc, ils ont équilibré, quoi. et même ils ont étalé aussi dans le temps. Parce qu'en gros, Ouais. avant, on pouvait considérer que, c'est pas vrai qu'on critiquait le fair play financier, c'est que tu avais 1 an pour sauver les meubles. Tu ne pouvais pas te dire, tiens, je vais m'endetter une saison pour me qualifier en Ligue des Champions, mais avec une dette. Mais cette qualification en Ligue des Champions te permettra d'assurer des recettes financières, des recettes de billetterie, des recettes droits TV, vendre des joueurs derrière. Je serais sanctionné parce que je me suis endetté une saison avant. Comme maintenant, il étale sur 2 ans, tu peux la première année t'endetter pour grossir sportivement et la deuxième année rembourser ta dette par tes victoires sportives. D'accord. Ok. Comme un effet de levier finalement. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est la nouvelle règle à partir de l'année prochaine, étalée sur 2 ans, avec un endettement autorisé pour la première investigation assurée par le propriétaire de 60 millions d'euros. D'accord. Et avec justement donc, au début des enquêtes fair play financier de l'ICFC, qui commencerait non pas en septembre 2020, mais en septembre 2021. Ça, c'est pour le cas de figure fair play financier. Maintenant, le cas marseillais, j'ai pas la réponse.
J'ai pas la réponse et on n'en sait rien. Et à chaque fois, comme tu l'as dit, dans la presse, à droite, à gauche, on entend ça, on entend ci. Enfin, c'est à chaque fois un Oui, c'est sondage ça. différent. C'est sur la rétroactivité du changement de la loi. La loi a changé, le règlement du fair play financier a changé en mars, au moment justement du début du coronavirus, D'accord. du début du confinement européen. Les investigations de l'ICFC contre l'Olympique de Marseille pour non-respect du fair play financier ont débuté avant le changement du règlement. Donc, à savoir si le changement du règlement est rétroactif et donc s'applique aussi aux clubs qui ont reçu une investigation avant le changement, ou alors le changement commence mi-mars, ça concerne tous les clubs qui seront investigués à partir de la mi-mars. Et tous ceux qui ont été avant investigués ne seront pas considérés, ne seront pas intégrés dans le changement du règlement. Et je ne sais pas si à ce niveau-là, il y a rétroactivité. Maintenant, ce qui est sûr, après on peut y aller pour le fair play financier, supposons maintenant que Marseille soit investigué et ne rentre pas dans les clous justement de ce nouveau règlement. Si Marseille est investigué clairement, je dis les choses très clairement, Marseille ne respecte pas le règlement du fair play financier. Il respecte le règlement de la DNCG, qui n'est pas la même règle comptable, mais ne respecte pas le règlement du fair play financier. Donc, il pourrait être sanctionné. Voilà. Et il y a quelles plein de seraient les possibles. sanctions possibles? Enfin, quelles sont les sanctions possibles à l'OM? Qu'est-ce que l'OM… C'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on en parle, c'est à chaque fois, ouais, Marseille va être exclu de la Ligue des Champions. Voilà. Il faut quand même rappeler qu'il y a une bonne dizaine de sanctions possibles avant d'aboutir à l'exclusion des compétitions européennes. Je les ai notées parce que je ne les connais pas par cœur, mais la première, c'est la mise en garde. Mise en garde, c'est on prend ton cahier de correspondance, on a écrit, monsieur, vous n'avez pas été sage. Mise en garde. À mon avis, ça fait longtemps que ça a été dépassé pour l'OM. Peut-être, mais en tout cas, disons les choses très clairement. Marseille, ils ont eu un accord de règlement avec l'UEFA parce que justement, ils n'ont pas respecté les règles du fair play financier quand ils étaient européens et qu'ils ont atteint la finale de l'Europa League. Et l'année d'après, ils n'étaient plus européens. Donc, ils n'étaient plus investigués par le fair play financier puisqu'ils n'étaient plus européens. Mais ils ne respectaient pas les règles. Donc, l'UEFA a dit, OK, on passe un accord de règlement, ce qui n'est pas une sanction, où il n'y a pas de sursis, où il n'y a pas de passif au niveau de Marseille. On passe un accord de règlement en se disant, clairement, vous n'êtes pas européen, donc on ne peut pas vous sanctionner parce que vous n'êtes pas européen. Mais comme on sait que vos comptes sont un peu litigieux, on vous dit, on passe un accord de règlement, vous nous promettez qu'en 2020, vous commencez à rééquilibrer vos comptes, et une fois que vous serez de nouveau qualifié en Europe, en Europa League ou en Ligue des Champions, vous éviterez la sanction. Un accord de règlement. Mais l'accord de règlement, c'est pas une sanction. C'est pas la mise en garde, c'est pas le blâme, c'est pas l'amende. C'est pas la déduction de points, c'est pas la rétention de recettes UEFA, c'est pas la limitation du nombre de joueurs inscrits en Coupe d'Europe, c'est pas l'exclusion. Tu vois, là, je viens de te citer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cas de figure. Et le dernier cas de figure, c'est l'exclusion. Okay. Avant, il peut être mis en garde, il peut être blâmé avec une amende, enfin, il peut être blâmé sans amende, il peut être blâmé avec amende. Il peut avoir une déduction de points en Ligue des Champions. Il peut tout à fait commencer la saison prochaine avec -1, -2, -3, -4, peu importe. Il peut avoir une rétention de recettes UEFA. Okay. Donc, on peut lui dire, bah voilà, la prime de qualification Ligue des Champions, c'est 15 millions d'euros. On te prend, on te la prend. Ou on te prend, je sais pas, on te prend 5, 6. Ouais, on te prend de l'argent. Pas, quoi. Rétention de recettes. On peut avoir ce qu'avait eu le PSG en 2015. Le PSG, ils avaient eu limitation du nombre de joueurs inscrits en Coupe d'Europe. Normalement, tu as droit à 25 joueurs en Coupe d'Europe et le PSG, on leur avait retiré 4 joueurs. Ils étaient passés à 21 joueurs. Donc, on peut aussi, pour Marseille, dire, bah voilà, vous passerez de 25 à 21. C'est aussi une sanction possible. Et enfin, c'est l'avant-dernière sanction. L'avant-dernière sanction, c'est l'exclusion de compétitions européennes. Avant-dernière sanction possible. Et la dernière sanction possible, qui n'arrivera, je te rassure, jamais, c'est le retrait du titre. Retrait d'un titre européen. Ça n'arrivera pas pour Marseille, parce que c'est trop. C'est vraiment si tu gagnes la Ligue des Champions en ne respectant pas le fair play financier, voilà, on te retire le trophée gagné au moment où tu n'avais pas respecté le fair play financier. Et donc, je reprends pour Marseille, avec tout ce listing de sanctions. Donc, je répète, mise en garde, blâme, amende,
déduction de points, rétention de recettes, limitation du nombre de joueurs, exclusion de compétition européenne. Bah, mécaniquement, comme Marseille officiellement n'a pas été sanctionné, n'a jamais été sanctionné par le fair play financier, c'est une mise en garde, un accord de règlement qu'il y a eu. Et ben à partir de là, dire que tout de suite, oui effectivement, je prends le discours de Jean-Michel Aulas, vos dettes, vos déséquilibres comptables sont extrêmement inquiétants. Moins 42 millions d'euros il y a 3 ans, moins 73 millions d'euros il y a 2 ans, moins 91 millions d'euros il y a 1 an. Oui, c'est inquiétant. Aux yeux de la DNCG, c'est solvable, parce que McCourt, il assure. McCourt, voilà, il a compensé, en fait. Il compense. Donc à ce niveau-là, aux yeux de la DNCG, vous respectez, vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez depuis 3 ans jamais été sanctionné. La DNCG, depuis 3 ans, n'a jamais dit amende, blâme, relégation administrative, jamais. Vous n'avez jamais eu de problème, parce que McCourt, à chaque fois, il solvabilise. Par contre, clairement, aux yeux du fair play financier, vous ne respectez pas, parce que le fair play financier, sa logique, c'est la rentabilité indépendante du club. Il faut que le club soit capable de générer de l'argent de façon autonome. Et là, clairement, Marseille n'en est pas capable. Donc oui, Marseille ne respecte pas le fair play financier, sauf que il n'a jamais été jusqu'ici sanctionné. Il n'y a pas de sursis qui pèse sur Marseille. D'accord. Donc l'OM est encore tranquille, entre guillemets, en termes d'exclusion de club. Voilà. Le Milan AC, par exemple, le Milan AC, c'est après 2 sanctions qu'il a été exclu d'Europa League. Ouais. City exclu en décembre dernier, c'est après une première sanction en 2015. Ouais. Tu vois, il y a un passif derrière. Il y a du sursis. Ça, voilà, City, ils ont passé toutes les étapes une par une. Quoi. Voilà, City, ils ont eu en 2015, ils ont eu l'amende, ils ont eu la limitation du nombre de joueurs et ils ont eu comment dirais-je, du sursis. En mode attention, danger. Ok, donc là, l'exclusion, elle vient conclure. Exactement. Voilà, vient conclure. C'est après, en gros, voilà, c'est, je veux dire, tu as la liste qui est là, tu as la liste des sanctions possibles. Tu respectes pas une première fois le blâme, l'amende. Après, on juge à la hauteur, à la portée de la chose. Oui, on peut considérer que Marseille, moins 91 millions d'euros l'année dernière, c'est inquiétant. Peut-être que cette saison, ça s'est réduit. J'ai pas les yeux dans les comptes de Marseille, mais autre point pour assurer les supporters, c'est que, et j'avais déjà dit un live précédent, les Marseillais, les dirigeants marseillais peuvent tout à fait dire, attendez, oui, effectivement, on est à moins 91 millions d'euros, ou moins 60 millions d'euros en mars. Mais on avait un Classico à jouer. Oui. On avait des droits TV à toucher. On avait de la visibilité à gagner avec la Ligue 1 française. On avait potentiellement des joueurs à vendre. Peut-être que Marseille aurait pu vendre plein pot à 100% 2-3 joueurs. Donc, on pouvait tout à fait, au 30 juin 2020, dégager une plus-value ou en équilibre des comptes. C'est ça. Mais parce que au 30 juin, il y a toujours une réunion. En gros, l'accord de règlement qui a été passé l'année dernière disait qu'il fallait qu'au 30 juin 2020, vous ayez au maximum un déficit de 30 millions d'euros. D'accord. Okay. Et il était l'année dernière de 91 millions d'euros. Donc, si je fais les choses simplement, il fallait que vous trouviez sur une saison entière 60 millions d'euros. Okay. Donc, ce que devront dire très certainement les dirigeants marseillais, s'il y a enquête et s'il n'y a pas rétroactivité du changement de règlement, comme je disais tout à l'heure, s'il n'y a pas cette rétroactivité et qu'il y aura enquête, si Marseille ne respecte pas cet accord de règlement, Marseille pourra tout à fait défendre son cas et dire « je suis désolé, mais le coronavirus a fait que je n'ai pas pu remplir mon stade face au PSG. Et au PSG, j'aurais très bien pu vendre des places 100, 150 ou 200 euros. J'aurais pu faire des événements sponsorisés, donc gagner de l'argent. J'aurais pu vendre des joueurs. J'aurais pu toucher les droits TV. En plus, terminer deuxième, c'est à minima 48 millions d'euros de droits TV. Et ça peut monter à 53, 54. Donc, c'est aussi important pour le club. Ils auraient tout à fait pu hypothéquer auprès de McCourt la qualification en Ligue des Champions qui leur aurait rapporté, enfin, qui va leur apporter 15 millions d'euros juste en prime de participation. Donc, ils auraient pu et ils pourront présenter ces choses. Et ils pourront dire, déjà, avant de nous sanctionner, de nous exclure de Ligue des Champions,
On peut passer par d'autres sanctions possibles comme l'amende, le blâme, la rétention de points ou la rétention de recettes, premier élément. Et deuxième élément, quand bien même je suis exclu, je suis sanctionné par le fair play financier, je peux tout à fait défendre mon cas et dire que j'aurais pu, sans le coronavirus, récupérer 60 millions d'euros, mais je n'ai pas pu les récupérer parce que coronavirus. Et troisième point, pour aller vraiment dans le... Là, je vous donne de l'espoir. Ouais, bah, vas-y, on en a besoin. Troisième point, c'est que vous pouvez tout à fait aller au TAS. Oui. Le tribunal arbitral du sport. Le TAS pourrait tout à fait dire, déjà, l'appel est suspensif. Donc, imaginons, parce que autre chose qu'il faut savoir, et on le voit très bien avec City actuellement, c'est que du fait du confinement, du fait de l'épidémie du coronavirus, bah, tout tourne au ralenti. Les tribunaux tournent au ralenti, les traitements juridiques et judiciaires tournent au ralenti, ça prend du temps. Normalement, une conclusion du TAS, ça prend 3 mois en moyenne. City, ils ont été exclus de Ligue des Champions en décembre dernier. Ils sont allés au TAS en janvier. Normalement, ça aurait dû être réglé en mars. C'est pas encore réglé. D'accord. Et on ne sait pas pour l'instant. Avec le coronavirus, est-ce que c'est pas possible que dans des situations pareilles, City ne soit pas finalement exclu? Alors, pour City, c'est particulier parce que City n'ont pas soulevé l'appel suspensif. Étant persuadés qu'ils n'étaient pas en tort, pour eux, ça va être réglé en mars. Donc, l'appel n'est pas suspensif. Et je ne sais pas si tu as vu récemment, les clubs de Première Ligue ont signé une pétition pour demander à ce que City reste exclu de Ligue des Champions, même si le TAS n'a pas eu le temps de rendre son verdict. Ouais. Si le TAS rend son verdict en septembre, par exemple, ou en octobre, ça sera trop tard pour maintenir ou non City en Ligue des Champions. Et les clubs de Première Ligue ont dit, s'il le rend trop tard, vous maintenez quand même l'exclusion. Mais pour parler de Marseille, ce que je veux dire, c'est que si vous êtes sanctionné, mettons, faisons des films, imaginons que le fair play financier vous sanctionne en juillet. Vous allez au TAS. Vous dites non, on n'est pas d'accord. Vous demandez à ce que l'appel soit suspensif. Appel suspensif, ok, le temps du verdict, on retire la sanction, le temps du verdict. D'accord, ok. Sauf que coronavirus, accumulation des dossiers judiciaires, retard dans les tribunaux, le verdict ne sera pas rendu avant décembre. D'accord. Donc, l'OM ne serait donc pas éliminé grâce à l'appel suspensif. Oui, justement, parce que si l'UEFA a dit que la Ligue des Champions allait reprendre le 20 octobre, si le 20 octobre, le TAS n'a pas encore rendu son verdict et l'appel est suspensif, Marseille joue la Ligue des Champions. Et Marseille ne pourrait pas ensuite être exclu a posteriori d'une compétition qui a commencé. Voilà, donc il serait exclu de la saison suivante dans le cas. Et encore une fois, je répète, si c'est vraiment cette sanction. Moi, je le dis, tu as quand même une liste assez longue de sanctions possibles avant d'avoir l'exclusion définitive de Ligue des Champions. Moi, ce que je pense véritablement, c'est que, ils pourront se défendre auprès de l'ICFC et dire qu'ils auraient pu obtenir l'argent qu'ils devaient avoir à cause du coronavirus. Donc, ça peut se défendre comme argumentaire. Et qu'ensuite, quand bien même ils soient sanctionnés, la sanction, ça sera l'amende, ça sera la rétention de points, la rétention de recettes, la limitation de joueurs, mais pas l'exclusion. Pas l'exclusion. Pas après une première sanction. Il faut arrêter de dire que l'OM pourrait être exclu de la Ligue des Champions ou de la Ligue Europa. Juridiquement, c'est possible. Tout de suite. Juridiquement, c'est possible. Juste que quand la presse dit ça, la presse regarde les sanctions possibles. Et dans les sanctions possibles, il y a l'exclusion. Donc, juridiquement, c'est possible. Maintenant, ça me paraîtrait énorme et assez gros que ce soit le cas. C'est aussi parce que ça fait émousser toute la team OM qui se réveille à ce moment-là. Tu as aussi le président de Lyon qui, étant très présent sur les réseaux, va s'amuser à les commenter tous les jours. C'est ça. Les cas de... On va pas rentrer dans le débat parce que sinon on va se faire retweeter. Juste un dernier sujet qui mousse beaucoup, c'est une vente potentielle du club. Bon, on va pas parler des Saoudiens parce que voilà, on sait que c'est un sujet sensible, c'est dur d'avoir des informations. Est-ce que tu peux nous expliquer combien de temps, comment ça se passe, la procédure de la vente d'un club en fait? Parce qu'on ne sait pas vraiment combien de temps ça prend, etc. En gros, c'est très compliqué parce que c'est très compliqué d'estimer la valeur concrète d'un club. C'est beaucoup plus rapide quand tu vas acheter déjà dans un magasin, il y a un bien particulier, tu as le prix qui est indiqué, tu payes, merci, au revoir. Le prix est fixé d'avance. C'est beaucoup plus même facile quand tu vas acheter une maison.
Une maison, tu as la valeur immobilière, tu mets le prix, tu achètes, merci, au revoir. Là, pour le club, comment tu fixes la valeur du club? Qu'est-ce qui fait que le club peut être estimé à 100, 150, 200, 300, Bah, 400, c'est ça, 500 parce millions qu'en d'euros? plus, on a vu que McCourt, il a acheté le club entre 50 et 60 millions, on ne sait pas exactement. Et là, on parle de 220 millions. Qu'est-ce qui a pu changer aussi entre McCourt et là? Parce qu'on sait que l'OM n'a pas non plus gravi des échelons incroyables entre cette période et cette période. Alors, si tu veux, en comptabilité, il y a trois méthodes qui permettent d'estimer la valeur d'un bien. Ok. Trois méthodes. La première méthode, on va dire, c'est l'approche comptable. L'approche comptable, c'est simplement de façon pardon, très rationnelle, bah, on prend la valorisation des actifs. Le club dispose d'actifs, actifs corporels, les joueurs, actifs immobiliers, les bureaux administratifs, alors pas le stade, il n'est pas propriétaire de son stade, mais en tout cas les actifs immobiliers dont il dispose, sa valorisation monétaire et non monétaire, les actifs. Combien valent ces actifs? La DNCG a estimé la valeur des actifs de l'Olympique de Marseille en 2018-2019 à 231 millions d'euros. D'accord. Les Ok. actifs marseillais, c'est 231 millions d'euros. C'est un bon prix. Donc, ça a beaucoup augmenté entre avant et maintenant, quand même. Il y a 3 ans, c'était à 176 millions. D'accord. Donc, on Donc a, c'est on a passé. vendu un club de 70 millions, 60 millions, alors qu'il valait 170 millions. C'est pour ça que, autre approche, l'approche stratégique, on va dire même l'approche mercantile ou mercantiliste, c'est la fixation d'un prix sur une table de négociation entre une offre et une demande. C'est là, tu vois, c'est pas dire un bien vaut tant parce que il représente tant de valeur. En l'occurrence, le club vaut tant parce que la valeur de ses actifs vaut 230 millions d'euros. C'est qu'un bien vaut tant parce que le vendeur veut l'acheter, enfin veut le vendre, et l'acheteur veut l'acheter. Donc il y a une négociation qui s'opère et une fixation d'un prix. Quand Ouais. bien même le club soit valorisé à 150 millions d'euros, si le propriétaire veut le vendre, il peut le vendre à 50 parce qu'il veut le Oui, c'est ça. vendre. Donc Oui, c'est l'approche ça. stratégique, c'est juste entre une offre et une demande, une négociation. On négocie combien tu veux l'acheter, combien tu veux le vendre, et on peut très bien soit baisser au rabais, soit monter à l'excès et passer de 230 millions d'euros valeur actif à 300, 350, 400 millions d'euros. C'est possible. Je dis pas que ça va arriver, mais c'est possible. Oui, d'accord. L'approche stratégique. L'approche goodwill, qui me semble moi la plus comment dirais-je la plus logique, la plus rationnelle, c'est à la fois la valorisation des actifs officiels inscrits sur les comptes de la DNCG de 230 millions d'euros et quand on dit goodwill, donc ce que représenterait symboliquement le club. Et donc la valeur symbolique, la Ouais. valeur la valeur symbolique non monétaire du club. Pourquoi Marseille vaudrait plus cher qu'un club comme Dijon ou Nantes, par exemple? Parce que Oui. Marseille est l'un des clubs les plus populaires de France. Marseille, c'est le Vélodrome. Marseille, c'est une étoile sur le maillot. Marseille, c'est un titre européen. Marseille, c'est cette année une qualification en Ligue des Champions. Avec des champions, ouais. Marseille, c'est un entraîneur connu et réputé à échelle internationale. Marseille, c'est des joueurs potentiels. Marseille, c'est un public. Hmm. Marseille, c'est une identité. Marseille, c'est la deuxième ville de France. Marseille, c'est la Méditerranée. Donc, toutes ces choses-là, D'accord. Donc tout ça, non ça rentre en monétaires, compte non dans le prix. économiques, exactement. Par exemple, le club de Nice, qui a été racheté par un milliardaire anglais, il a été racheté aussi parce que c'est Nice. Ok. Et Oui. Nice, c'est nice. C'est joli en anglais. Ça a Ouais. une valeur symbolique. Les Américains qui viennent à Bordeaux, ils viennent à Bordeaux parce que c'est le vin bordelais. Et le vin bordelais, c'est connu. Donc, c'est une valeur symbolique qui peut être monétisée. Bah, c'est pareil pour Marseille. Marseille, on peut tout à fait dire, OK, tu vaux 230 millions d'euros valeur des actifs d'après la DNCG, mais tu es Marseille, meilleur public de France, stade Vélodrome, étoile sur le maillot, Coupe d'Europe, Bon, qualification en Ligue des Champions, Andrés Villas-Boas. Donc, on peut tout à fait. Moi, par exemple, j'ai entendu des prix qui montaient à 250 millions d'euros. Et quand on ouais. dit 250 millions d'euros, si vraiment la rumeur est fondée et si vraiment tu as une négociation, si vraiment on a proposé ce prix-là ne me choque pas. 250 D'accord. millions d'euros. Et tu vois, et après, c'est à comparer, par exemple, la valeur des actifs du Paris Saint-Germain, c'est 1,3 milliard, par exemple. Oui, Tu vois, bah là, c'est
une autre Et voilà, ça catégorie veut dire que aussi, parce que que c'est la Ligue des Champions tous les jours, c'est Neymar, c'est Mbappé, c'est les stars. voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens puissent être choqués en se disant, putain, un club qui vaut 250 millions d'euros, c'est énorme. Bah non, en fait, c'est la valeur des prix de marché. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'investisseurs venaient en France il y a un an, une saison, deux saisons, trois saisons, parce que les prix des clubs en France, c'était 40, 50, 60 millions d'euros, Ouais. mais jamais plus de 100 millions d'euros. C'est très peu. Alors qu'un club, c'est entre 250 et 500, 600, 700 millions d'euros. Et donc, si McCourt vend Marseille et le vend donc à des fonds souverains saoudiens ou j'en sais rien, mais s'il vend son club, s'il le vend 250 millions d'euros, pour moi, c'est normal. Pour moi, c'est normal. Parce que c'est déjà à minima, c'est 231 millions d'euros la valeur de ses actifs. Il y a des actifs qui valent 231 millions d'euros. Mais si en plus il rajoute tout ce qu'on vient de dire, quand on me dit, quand j'entends, quand je vois 250 millions d'euros, ça ne me choque pas. Vraiment, ça ne me choque pas. C'est peut-être aussi pour ça, par rapport à ce que tu disais sur quand un club est en vente, il coûte moins cher. C'est pour ça que Hero a tout de suite démenti la rumeur de la vente, etc. Pour que le Ah oui, prix ne baisse pas tout de suite. oui, ça, tu sais, ça marche comme ça, le monde des finances. Hein. C'est toujours en mode, non, c'est pas vrai ce que vous dites. Parce que si on, bien sûr, si on dit qu'il est en vente, ça veut dire qu'on est en galère. Si on est en galère, ça veut dire Ouais. qu'on peut proposer moins. Donc non, comme McCourt te dit, non, c'est un tissu de mensonge. Je sais pas si tu as vu l'article qui est sorti ce matin dans Challenge, où en gros, Challenge, on peut lui accorder la crédibilité parce que c'est quand même un journal économique assez sérieux. Et Challenge confirme qu'il y a une négociation entre le fonds souverain saoudien et les représentants de Frank McCourt, confirme bien la chose. Mais, comme tu viens de le dire, McCourt, dans l'article, il est rentré en contact avec les journalistes et il a dit qu'il n'y a aucune négociation, que c'est faux, que ça n'arrivera jamais. Donc oui, il ne va pas dire c'est vrai, parce que s'il dit que c'est vrai, ça veut dire qu'il veut le vendre. Et s'il veut le vendre, ça veut dire qu'il est en galère. Ça baisse le Si c'est en prix. galère, exactement. Donc il ne va pas le dire, il ne va jamais le dire. Mais oui, d'après Challenge, je le dis à ceux qui nous écoutent et je te le dis à toi, Challenge, un média sérieux, tu vois, c'est pas les trucs qu'on peut voir sur Twitter, a dit que oui, il y a vraiment eu des négociations entre McCourt, enfin, entre ses représentants et les représentants d'un fonds souverain saoudien. Ça ne veut pas dire que c'est vendu. Hein. Simplement, il y a eu négociation, enfin, il y a eu appel. Il y a eu WhatsApp, Telegram, j'en sais rien, mais il y a eu rencontre. Il y a quelque chose. Ok, bah c'est très bien d'avoir cette information. Alors, on va peut-être finir avec certaines questions des gens qui regardent pour conclure tranquillement sur ça. Tu as eu plein de super commentaires à ton égard. On t'a demandé aussi d'être président du club. Si tu en as envie, tu gères bien l'économie, etc. On a dit il est super, ce Pierre Rondeau. On a plein de trucs. Forcément, j'ai dit que vous n'allez pas être exclu. Donc Voilà, c'est ça. On adore que tu nous dises ça. Pourquoi la valeur des joueurs olympiens diminue de 38% en comparaison avec les autres clubs qui pourraient ne diminueraient que de 20%? Parce qu'en gros, c'est par rapport à l'âge et à la durée du contrat. La valeur d'un joueur, elle est estimée sur plein de caractéristiques sportives et physiques, son âge, son poste, son poids, sa taille, le nombre de matchs qu'il a fait et la durée de son contrat. Dans la mesure où les joueurs marseillais et quelques joueurs marseillais, dont je tairai le nom, que vous avez, qui sont très bien payés et qui ont dépassé les 28-29 ans. On a très bien compris les joueurs dont tu parlais. Mécaniquement, ils ont un salaire à payer. Enfin, ils ont un salaire qu'il faut payer, mais avec une durée de contrat qui se réduit, donc une valeur qui se réduit, et en même temps un âge qui grandit. Dans tous les cas sportifs et économiques, leur valeur décroît parce qu'ils vieillissent et qu'en plus leur contrat arrive à échéance. Donc, forcément, perd en valeur. En gros, si tu veux, la valeur comptable d'un joueur est comptable, juste pas symbolique ou de marché. La valeur comptable d'un joueur, c'est la valeur de son contrat. Si un joueur est payé 1 million d'euros et qu'il a 50 contrats, il vaut comptablement 5 millions d'euros. Donc, si un joueur ici à Marseille gagne 1 million d'euros et il lui reste 18 mois de contrat, il vaut 1,8 million. Alors qu'avant, il avait 2 ans, 3 ans, 4 ans de contrat, donc il en valait 2, 3 ou 4 millions d'euros. D'accord, donc en fait, ça se multiplie par le nombre d'années de contrat et ton salaire. Exactement. Donc là, comme ils arrivent à échéance, ils perdent en valeur. Et en plus, rajoute à ça qu'ils sont plutôt… Enfin, ils sont pas jeunes. Ils approchent de la trentaine ou alors ils la dépassent.
Donc, mécaniquement, sportivement, ils jouent pas de match. Donc, comme ils jouent pas de match, leur valeur baisse. Ils vieillissent et leur contrat arrive à échéance. Donc, mécaniquement, Marseille, d'après le CIES, c'est moins 38%. D'accord. En fait, je me posais une question aussi par rapport à cette crise économique qu'on traverse. Est-ce que un mode économique des socios marcherait avec la Ligue 1 et est-ce que ce serait possible que ça sauve un peu les clubs? L'une des possibilités, alors pas mécaniquement socios, au sens où tu l'entends à la barcelonaise, par exemple, Ouais, c'est comme ça. un abonnement de supporters, serait très compliqué à mettre en place dans la mesure où il faut qu'il y ait un conseil d'administration, il faut qu'il y ait une assemblée, il faut qu'il y ait des dirigeants qui soient capables de prendre les décisions. Donc, il faut qu'il y ait un statut particulier. Là où tu pourrais envisager une forme d'actionnariat populaire, c'est que le club rentre en bourse et que les supporters achètent les actions. D'accord. Mais si tu considères que le club vaut 230 millions d'euros, Ouais. si tu as donc 230 millions d'euros, mettons donc 10 supporters, c'est 23 millions, 100 supporters, c'est 2 300 000, 1000 supporters, c'est 230 000 euros, 10 000 supporters, c'est 23 000 euros. 100 000 supporters, 2 300 euros. Ouais. Est-ce que tu aurais autant de supporters capables de mettre autant d'argent pour C'est pas, devenir propriétaire du club? c'est pas C'est rentable. Ou alors, tu es le Barça. Le Barça, je crois qu'ils ont 250 000 socios, par exemple. Ouais. Est-ce que Marseille serait prêt à avoir. Si tu as 230 000 personnes qui acceptent de mettre 1 euro dans le club, enfin non, parce que c'est 200, pardon, qui acceptent de 230 mettre millions. 100 euros, tu as 230 millions. Mais il faut que tu aies 230 000 personnes qui Ouais. acceptent de le faire. Et- Donc, à savoir si, tu vois, encore une fois, malheureusement, oserais-je dire, c'est que plus ton club prend de l'importance, bah, plus il prend de la valeur et moins les supporters deviennent importants dans ce club. ouais, c'est ça. Tu vois, je vais prendre un exemple totalement opposé. Bordeaux. Ouais. Bordeaux, je sais pas si tu as vu ce qui se passe actuellement, c'est la merde. C'est la À catastrophe. Bordeaux, mais à Bon, Bordeaux, je sais pas si tu as vu là, ce qui s'est passé. Il y a eu des révélations dans la presse et sur les réseaux. Les dirigeants, il y a fraude au chômage il y a fraude, partiel. j'ai vu ça. C'est vraiment. Et donc, eux, ils pourraient être sanctionnés, mais et même faire faillite. Le fonds d'investissement américain pourrait dire on a marre, on se casse, on fait faillite. Ouais. Et le club pourrait se retrouver en N3, par exemple. C'est possible. Bah, il vaudrait plus rien. Il vaudrait 10 000 euros le club. Donc là, tu pourrais envisager que les supporters rachètent le club, deviennent propriétaires, Ouais. deviennent des socios et le fassent monter. Mais plus le club est important, ça c'est tout le paradoxe, c'est que D'accord. les supporters veulent que le club soit important, mais plus il est important, moins les supporters ont de l'importance. C'est ça. C'est tout le paradoxe. Tu vois, les recettes de billetterie, c'est 9% des recettes moyennes. 9%. Ouais. Donc finalement, c'est d'ailleurs pour ça que les clubs européens vont reprendre à huis clos. C'est que même sans supporters, c'est viable économiquement. Hmm. C'est la tristesse de se dire que le supporter, finalement, est de moins en moins important au fur et à mesure que le club grossit économiquement. Ok. Très bien. Bon, une petite dernière question allez, de quelqu'un. J'ai vu une question. Ouais, est-ce que le remboursement des abonnements peut réellement aider les clubs financièrement ou est-ce que c'est vraiment un peu utopique? Tu veux dire quoi? Tu veux dire que le remboursement des abonnés Ouais, le soit quoi? remboursement des abonnements, ouais, des abonnés qui ne sont pas allés au bout, s'ils décident de laisser l'argent qu'on leur doit, entre guillemets, jusqu'à la fin de la saison, ça peut vraiment aider le club ou c'est pas réel? Bah, je le répète ce que je viens de dire, hein, comme les recettes billetterie, c'est Ouais, seulement 9% des recettes moyennes totales. Euh, tu pourras faire un don. Enfin, les supporters soit font un don symbolique en laissant leur abonnement et en disant tiens, c'est pour le club parce qu'on est amoureux de notre club, donc on l'aide. Mais c'est pas ça qui va soit l'impacter positivement ou négativement. Là où d'accord. vraiment les 2 points, même les 3 points les plus importants au niveau de l'impact économique du coronavirus, c'est les droits TV, le trading joueur et les recettes commerciales. Ok. Mais recettes billetterie, voilà, si je prends les trucs, d'après les chiffres de l'UNFP, c'est seulement 5 millions d'euros, alors que droit TV, c'est 15 millions d'euros. Ouais, c'est ça. Donc, Ok. Bah, écoute, ce serait un parfait. don symbolique, si tu veux. Ce serait Ouais, c'est pour la ça. beauté du geste. À voir Ok. s'ils en ont les moyens. Mais c'est pas ça qui va impacter le club. Ok, pas de souci.
Écoute, merci beaucoup Pierre d'avoir été Merci à toi. avec nous. C'était vraiment super. Tu as été génial. Tu as répondu à toutes nos questions très précisément. Super, Et super. c'est parfait. Tout le monde est très content. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bah, une prochaine fois peut-être. Ça marche. Bah, bon courage pour la suite. Merci Salut. beaucoup, hein. Salut.